je m'appelle Anthony Fardet, je suis chargé de recherche à l'INRA de Clermont-Ferrand, dans l'unité de nutrition humaine au sein du centre Rhône-Alpes-Auvergne. Donc je suis chercheur en alimentation préventive et holistique. Pourquoi préventive? Parce que l'alimentation est un levier très puissant pour prévenir les maladies chroniques, par exemple diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, certains cancers liés à l'alimentation, à peu près 1 sur 3, mais aussi la fente musculaire ou la sarcopénie ou l'ostéoporose, c'est-à-dire la perte de densité minérale osseuse. Donc l'idée, c'est en fait de faire que les gens meurent, mais en bonne santé. Parce qu'aujourd'hui, l'espérance de vie en bonne santé est quand même assez basse, encore en France, c'est 64 ans pour les femmes environ et 62 pour les hommes, alors que l'espérance de vie théorique, c'est 85 pour les femmes et 79 pour les hommes. Donc vous voyez, on vit 21 ans en mauvaise santé, à peu près de la retraite jusqu'à la mort. Donc l'enjeu est considérable. Alors pourquoi alimentation holistique? Parce que jusqu'à aujourd'hui, surtout en Occident, on a beaucoup regardé l'alimentation un petit peu par le petit bout de la lorgnette, selon une approche réductionniste. Pour faire simple, c'est considérer que l'aliment n'est qu'une somme de nutriments. Donc n'est qu'une somme de glucides, lipides, protéines, fibres, minéraux et vitamines. Or aujourd'hui, la recherche montre très clairement en fait que l'aliment est beaucoup plus que ça, c'est-à-dire que le potentiel santé d'un aliment est supérieur au potentiel santé de la somme des composés pris isolément. Donc ce qu'on appelle l'approche holistique ou globale, c'est-à-dire que le tout est supérieur à la somme des parties, ou pour dire ça plus simplement d'un point de vue mathématique, 2 est supérieur à 1 plus 1. Pourquoi? Parce qu'entre 1 et 1, vous avez une interaction, ce qu'on appelle la synergie d'action. Cette réflexion m'a amené à réfléchir sur les conséquences des approches holistiques et réductionnistes dans la chaîne alimentaire, et notamment sur la transformation des aliments. Parce qu'effectivement, si un aliment n'est qu'une somme de nutriments, alors on peut le fractionner, on peut en isoler les nutriments, les ingrédients et les recombiner à foison, ce qu'ont fait les industriels jusqu'à aujourd'hui avec les alicaments, les aliments fonctionnels, les nutraceutiques, les compléments alimentaires et aussi les aliments ultra transformés, qui est finalement c'est quoi? Ce sont une recombinaison d'ingrédients, eux-mêmes qui ont été isolés d'aliments naturels et complexes. Par exemple un soda, des nuggets, des pop-corn. On peut prendre des plats préparés et souvent ces aliments ultra transformés ont une longue liste d'ingrédients dont on ne comprend pas toujours l'utilité, qui sont souvent redondants. Donc en fait l'approche holistique développe un peu ce que j'appelle le respect de l'aliment, c'est-à-dire appliquer des traitements moins drastiques et se rediriger vers une alimentation plus naturelle. Parce qu'en effet, la science montre maintenant très clairement que les populations les plus malades sont celles qui consomment le plus d'aliments ultra transformés. Donc un aliment dont on ne peut plus reconnaître l'origine naturelle. Quand vous prenez une barre chocolatée dans les distributeurs, vous ne pouvez pas évidemment reconnaître l'origine naturelle de cet aliment, c'est une pure fabrication de l'homme. Et donc ces populations sont les plus malades, et il est intéressant de constater que l'explosion des maladies chroniques, moi que je qualifie d'industrialisation et non de civilisation, parce que c'est bien lié à l'industrialisation et n'est pas typique d'une civilisation, est concomitante avec l'arrivée massive des aliments ultra transformés dans nos rayons dans les années 80. Donc il est intéressant de constater cette concomitance entre l'explosion de ces maladies et cette arrivée massive d'aliments que notre organisme n'avait jamais rencontré auparavant depuis que l'homme est sur Terre. Donc ça fait seulement 30-40 ans que notre organisme est confronté à ces aliments fractionnés recombinés. Et pour moi, c'est une hypothèse de travail. Il n'est pas surprenant que l'organisme réagisse par des dérèglements métaboliques, par des maladies chroniques face à cette arrivée massive d'aliments qui sont totalement nouveaux pour lui. Et donc le diabète fait partie de ces pathologies. Et le message que je veux faire passer aujourd'hui dans mon intervention, c'est vraiment de dire que le diabète n'est pas une question d'approche par nutriments d'aliments, c'est-à-dire par glucides, matières grasses, etc., mais plus par une approche qualitative et matricielle de l'aliment, c'est-à-dire une approche holistique de l'aliment. Je m'explique. On constate que les taux de diabète sont les plus faibles dans les populations qui consomment le plus de produits végétaux peu transformés et que les taux de diabète sont les plus élevés dans les pays qui consomment beaucoup de produits animaux et beaucoup de produits ultra transformés. Donc on voit bien qu'on sort du paradigme purement composition nutritionnelle pour aller vers un paradigme plus global, plus qualitatif. Et je pense qu'il faut aller vers ce paradigme que je qualifie d'holistique pour pouvoir vraiment lutter contre les maladies chroniques et plus spécifiquement le diabète de type 2 qui va devenir un fléau mondial, puisqu'on prévoit en 2025 300 millions de diabétiques de type 2 dans le monde. Donc pour moi, les recommandations aux diabétiques, c'est de consommer plus de produits végétaux peu transformés, de limiter les produits ultra transformés. Pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi ces produits ultra transformés, s'ils sont consommés massivement, peuvent être problématiques pour le développement du diabète? Enfin,
pas problématiques pour le développement, mais peuvent provoquer le développement du diabète, c'est que ce sont souvent des aliments peu rassasiants, peu satiétogènes, comme on dit scientifiquement, et qui souvent ont un index glycémique élevé, c'est-à-dire que le fait d'avoir déconstruit la matrice et de l'avoir reconstruite par des interactions artificielles entraîne souvent une libération rapide des sucres dans le sang. Donc quand ces aliments sont consommés régulièrement, très fréquemment, pas étonnant que l'organisme finisse par résister à cet apport massif de glucose par une résistance à l'insuline et ensuite un diabète. Le fait que ces aliments soient peu satiétogènes, parce qu'ils sont souvent consommés dans un environnement obésogénique, c'est-à-dire seul, devant des écrans, on mastique peu, donc les hormones de satiété sont moins stimulées, eh bien, fait que ces aliments participent d'une satiété diminuée et donc poussent les gens à consommer de manière plus fréquente entre les repas, les hormones de satiété n'ayant pas été suffisamment stimulées. Or, les aliments moins transformés, en général, ont un index glycémique plus bas. Alors, évidemment, il y a des exceptions, mais c'est une tendance générale, et sont beaucoup plus satiétogènes. Témoin, un plat de lentilles bouillies est beaucoup plus satiétogène et beaucoup plus source de sucre lent, par exemple, qu'un pain blanc industriel. Donc voilà un peu les paradigmes que je vais développer aujourd'hui. Vraiment sortir des anciens schémas de l'approche nutritionnelle par nutriments, qui est un peu désuète aujourd'hui pour lutter contre les maladies chroniques. Elle est utile pour lutter contre les déficiences, mais les maladies chroniques, il faut vraiment avoir une approche globale et holistique, car en fait, une maladie chronique est multifactorielle, à plusieurs causes. Donc si on ne veut pas faire l'effort de penser globalement et complexe, c'est-à-dire de comprendre les multicauses à l'origine de ces maladies, on n'arrivera pas à des recommandations efficaces pour le grand public. Et donc tous ces travaux m'ont amené à définir des règles, ce que j'appelle les 3 règles d'or pour une alimentation saine, durable et éthique, qui sont basées sur la science et une approche holistique et qui sont assez simples. Et j'ai voulu les élaborer pour les gens qui n'ont pas de grandes connaissances en nutrition et pour se libérer de l'aspect purement composition des aliments. Donc en gros, ces 3 règles d'or permettent de prévenir des maladies chroniques et notamment du diabète, bien évidemment. C'est pas plus de 15% de calories animales par jour, pas plus de 15% de calories de produits ultra transformés par jour pour la deuxième règle. Et la troisième règle, c'est dans les aliments peu transformés ou normalement transformés, c'est-à-dire dont on peut reconnaître l'origine naturelle, plutôt manger diversifié et si possible local, bio et de saison dans la mesure du possible, parce que ce n'est pas facile pour tout le monde. Parce qu'effectivement, si vous mangez diversifié des produits ultra transformés, il n'y a pas vraiment de bénéfice que vous mangiez une barre chocolatée 10 fois la même barre chocolatée de la même marque aura le même effet que 10 barres chocolatées de 10 marques différentes, parce que vous êtes toujours en face d'un produit raffiné, ultra transformé, avec une longue liste d'ingrédients. Donc voilà à peu près le contenu les résultats de mes travaux. Et aujourd'hui, je travaille beaucoup sur la relation entre la transformation des aliments et leur potentiel santé, en essayant de mieux la caractériser de manière plus objective et plus générique. Donc je travaille par exemple à un index de caractérisation du degré de transformation des aliments. Et pour finir, je dirais que évidemment il ne s'agit pas d'être contre la transformation. La transformation des aliments est indispensable à l'homme, mais il faut consommer avec grande modération les aliments ultra transformés et qu'ils ne soient pas en quelque sorte la base de nos régimes, comme c'est le cas notamment dans des pays émergents comme le Brésil, le Mexique, ou dans des grandes villes sur la planète où ça peut aller jusqu'à 60% d'apport calorique. Donc évidemment, après, il n'est pas étonnant qu'on voit apparaître surpoids, obésité et diabète de type 2.